envisage d'introduire un nouveau dispositif de contrôle afin de contenir la propagation de l'épidémie. L'idée est de faire porter un bracelet électronique à ceux qui sont obligés de rester confinés. L'exécutif en est venu à étudier cette surveillance électronique suite à l'augmentation du nombre de confinés qui entraînent les règles mises en place, en particulier les arrivants de l'étranger, alors qu'il a déclaré la tolérance zéro à leur égard. À l'heure actuelle, ceux qui font l'objet de mesures de confinement sont obligés de télécharger une application de géolocalisation sur leur téléphone portable. Cependant, certains d'entre eux sortent de leur domicile sans smartphone afin d'éviter cette surveillance. Le bracelet électronique ne sera cependant utilisé que lorsque les confinés donneront leur accord. En retour, le gouvernement étudie la possibilité de refuser l'entrée sur le territoire aux voyageurs venant de l'étranger qui n'acceptent pas de le porter. Des problèmes se posent cependant. Une telle mesure peut provoquer une polémique sur les droits de l'homme ou encore l'éventuel manque de bracelet. Une décision en ce sens sera prise ultérieurement. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpital en France. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, on peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Vous avez dit même... Et c'est une bonne chose. Parce que tout ça n'est pas anodin. Alors, premièrement, l'OMS. L'OMS, un de ses responsables, un certain Patterson, a reconnu, il était en charge donc de la cellule numérique de l'OMS, donc celle qui se charge de la communication, de véhiculer le message, a dit qu'ils avaient contacté ce qu'ils appellent les influenceurs. L'influenceur, c'est tout ce qui peut être célébrité sur YouTube, sur Twitter, Instagram. Donc ils ont pris vraiment les personnes les plus connues, ils leur ont demandé s'il vous plaît, faites passer le message, restez chez vous, protégez-vous, c'est dangereux, etc. Donc le message de panique est passé par là, ça a été revendiqué. Well, we work with influencers because we think that people trust their influencers more than they trust many other sources, including news sources, including governments, including ministries of health, and including their own families. So we're trying to tap into the people who have hundreds of thousands or millions of followers and trying to get them to spread the word. Donc non seulement les autorités, et en plus ils le disent, Patterson le dit, il dit, si on n'avait pas eu ces influenceurs, on n'aurait pas réussi à véhiculer ce message. Restez chez vous les amis, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Occupez-vous, faites du sport. Attention, message très important. On entre dans la 2e semaine de confinement. Le coronavirus est partout en Europe. Le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé. Donc on doit encore tous agir. Le meilleur moyen pour éviter la propagation. Pour éviter de saturer encore plus les hôpitaux. Et pour protéger nos familles. On l'a déjà beaucoup dit, mais c'est important de le répéter. C'est de rester chez soi. C'est pourquoi tous ensemble on vous demande de rester chez soi. C'est pourquoi tous ensemble on vous demande de rester chez soi. Vous avez
sans doute tous déjà entendu parler des Templiers, ces moines guerriers légendaires qui défendaient les pèlerins lors de leur voyage à Jérusalem. Aujourd'hui, leur existence même nourrit de nombreux fantasmes, que l'on parle de leur célèbre trésor qui serait caché non loin du château de Gisors, ou de la terrible malédiction que le dernier des Templiers lâcha sur son bûcher et qui conduisit, d'après des bruits de couloir très venteux et assez malodorants, à la mort d'un certain nombre de rois et de nobles. Ultime pour votre téléphone portable. Dernièrement, ils ont développé une gamme de produits qui m'intéresse plutôt pas mal, puisqu'il s'agit de coques de téléphone portable dédiées à la saga Assassin's Creed, et vous savez que j'ai pas mal travaillé dessus quand même. Donc si vous voulez plus d'informations, on se retrouve en fin d'épisode, ou directement dans la description. Bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Elles se réunissent la nuit dans des lieux mystérieux, leurs adeptes encagoulés, à peine éclairés par des flambeaux, laissent entendre une nuée de rires démoniaques, tandis qu'elles décident du sort du monde. Elles, ce sont les sociétés secrètes. Et j'espère sérieusement que vous ne croyez pas à tout ce folklore, puisque aujourd'hui on va pas faire dans le complotisme, c'est pas le genre de la maison. J'espère sérieusement que vous ne croyez pas à tout ce folklore, puisque aujourd'hui on va pas faire dans le complotisme, c'est pas le genre de la maison. J'espère sérieusement que vous ne croyez pas à tout ce folklore, puisque aujourd'hui on va pas faire dans le complotisme, c'est pas le genre de la maison. On va plutôt faire de l'histoire, parce que s'il n'y a pas de ficelle à tirer de gigantesques complots mondial, les sociétés secrètes, elles ont en revanche une réalité historique, et elles ont pu avoir leur importance. Allez, on va lever le secret sur les discrets francs-maçons, les mystérieux Illuminati, les dingues du Ku Klux Klan, l'obscur Skull and Bones, les ésotériques de la Rose-Croix, et ceux qui ont pris un peu plus la lumière grâce aux jeux vidéo, la secte des assassins. Un beau programme garanti sans secret. Et on commence par du lourd question société secrète, puisqu'on a attribué aux francs-maçons un rôle majeur dans des tournants historiques. Représentant un pouvoir politique secret, il serait responsable de tous les maux de la Terre. C'est pourquoi, tous ensemble, on vous demande de rester chez vous. 7h18, bonjour Mounir Majoubi. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes député La République En Marche de Paris, ancien secrétaire d'État chargé du numérique et vous venez de rédiger une note parlementaire sur le traçage des données mobiles dans la lutte contre le coronavirus, notamment en vue du déconfinement bien entendu. Pensez-vous qu'une surveillance étatique est vraiment la solution pour sortir du confinement, Mounir Majoubi ? Alors justement, il faut faire attention au vocabulaire. Le mot surveillance étatique, ça fait peur et ça traduit pas forcément la réalité technologique qui est derrière. C'est autre chose. Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Et il y a 3 usages différents et 3 types de façons dont les pays du monde les ont utilisés. Le premier, c'est celui des pratiques collectives. Vous l'avez tous vu, vous avez vu ces grandes cartographies qui nous montrent en France où sont les Français. Quand on dit que 30% des habitants, que l'île de Ré a augmenté de 30% son nombre d'habitants, que plus de 10% des Franciliens sont partis. Ça, c'est très utile parce que ça permet d'adapter les moyens de l'État géographiquement. Ensuite, il y a un deuxième usage qui est celui de l'identification des sujets contacts. Ça, c'est parce qu'on se rend compte que pour éviter le rebond, en stade 1 ou en stade 2, on va avoir besoin de pouvoir contacter plus rapidement les gens qui ont été au contact d'une personne malade. Et bien pour ça, il y a de très nombreux outils qui existent. Et la question technologique qu'on doit se poser, c'est si je mets en place cet outil, comment je m'assure que c'est bien au service de la santé et des libertés et que les façons que je vais avoir de mettre en place ces outils ne vont pas venir atteindre à nos libertés fondamentales. Mais vous savez, l'éthique et le respect des libertés ne nous dit pas qu'il ne faut pas utiliser les technologies. Il nous dit qu'il faut faire attention. Avant de revenir, ça va être très important. Mais avant de revenir sur les questions, excusez-moi, éthiques et qui sont importantes, mais pardonnez-moi, pour nos auditeurs qui peut-être découvrent tout simplement cette notion et qui ont leur téléphone à la main avec eux toute la journée, peut-on rappeler en quelques mots simplement de quel outil nous parlons, notre téléphone portable, mais comment l'utiliserait-on et en quoi serait-il efficace? Effectivement, même si vous venez de nous le rappeler, ça a déjà été utilisé à l'étranger. J'ai envie de dire les bases ou la brique de base pour l'utilisation du téléphone portable dans le déconfinement.
Alors on va dire la base, c'est qu'il y a deux usages. Le premier, c'est identifier les sujets contacts, c'est ce qu'on appelle le backtracking. C'est quand quelqu'un est testé positive et qu'il est avec le médecin et qu'on lui dit « Est-ce que vous pouvez me dire toutes les personnes avec qui vous avez été en contact ?» Aujourd'hui, comment ça marche? Alors aujourd'hui, ça marche pas parce qu'on est en stade 3. Donc en stade 3, vous savez, on ne demande plus à la personne avec qui elle a été en contact parce que la maladie est tellement répandue que l'objectif, c'est que tout le monde reste confiné. Mais en stade 1 et en stade 2, on demande à la personne. Le problème, c'est que c'est basé sur sa mémoire. Eh bien, avec une application, quelle que soit sa technologie, ça peut être ce qu'on appelle le Bluetooth, ça peut être le GPS, mais ça peut être d'autres technologies encore, on va recomposer tout son parcours des 15 derniers jours pour savoir qui elle a rencontré. On sait qui, effectivement, il a rencontré. D'accord. Et ça dépend du type de technologie. Alors, vous avez une version qui est faite aujourd'hui à Singapour, une autre qui est développée en ce moment par les Américains, et qui installe sur votre téléphone une application qui va enregistrer toutes les personnes que vous rencontrez et tous les lieux où vous passez. Et derrière, ça va vous permettre le jour où vous êtes diagnostiqué positif, de tout de suite répondre à votre médecin, oui, voilà, je vous donne tout de suite la liste des personnes que j'ai rencontrées, il faut qu'elles soient contactées. Bon, après, la question des libertés individuelles, elle se pose dans le cas où, eh bien, il n'y a pas de consentement de la personne. Oui. Il y a des pays, comme par exemple en Corée du Sud, où on ne vous demande pas votre avis. Si vous êtes testé positif, ou si vous revenez de l'étranger, on prend votre numéro de téléphone, on vous demande de rentrer en confinement chez vous, et on recompose, et on vous demande de façon impérative de recomposer votre parcours. Ça, c'est un autre usage, c'est l'usage du contrôle des confinements individuels. C'est comme un bracelet électronique. On vous demande de rester chez vous, et si jamais vous sortez de chez vous, si on détecte que le téléphone est sorti de l'appartement, si on détecte que le téléphone n'est plus à l'adresse indiquée, alors on va lancer une alerte qui peut être soit de vous dire identifiez-vous, prenez une photo, ou parfois même on envoie la police. Cet usage-là, il est surtout utilisé en ce moment à Taïwan, en Corée du Sud et dans d'autres pays asiatiques. Mais il est aussi utilisé en Pologne, et c'est ce que j'identifie dans la note. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça, culturellement, c'est acceptable? Moi, aujourd'hui, je me prononce pas. Moi, en tant que député, aujourd'hui, je veux donner des outils à mes collègues de la Commission des lois et des outils à mes collègues de la Commission Covid. Et puis, je veux que quand on débat de ce sujet, on fasse attention à bien faire la différence entre le tracking des sujets contacts et le contrôle du confinement à domicile et le type de technologie utilisée, parce que c'est trop facile de caricaturer. Il y a des gens qui vont vous dire il faut utiliser aucune technologie au nom des libertés individuelles, et vous avez en face d'eux des gens qui vous disent pour sauver une vie, eh bien on peut mettre de côté les libertés individuelles. Eh bien, la réalité elle est plus compliquée, elle est au milieu. Mounir Majoubi, on a compris, on a un outil qui fonctionne. Il pose des questions que vous venez de soulever, on les a perçues aussi. Est-ce que ça doit se faire sur la base du volontariat? J'ai envie de vous dire, si ça se fait sur la base du volontariat, on respecte en effet la liberté au sens le plus large du terme, mais on perd par définition en efficacité, non? Alors il y a les deux usages. Sur l'usage de l'identification des personnes contacts, ça, si on le fait sur le volontariat, quand vous regardez les derniers sondages, et si je vous pose la question à vous, la plupart des gens sont pour. Les gens veulent pouvoir aider les gens qui étaient à leur contact, notamment parce que ce sont leurs amis, leurs collègues et leurs familles. Donc la plupart des gens seront capables et voudront le faire. Notamment, et c'est ce que je dis dans la note, si on utilise des dispositifs qui protègent les libertés individuelles et les données personnelles de celui qui partage. Après, sur le troisième usage, celui du bracelet électronique virtuel, le contrôle du confinement, c'est d'utiliser une application pour être sûr que les personnes restent chez elles. Bon, eh bien ça, vous savez, le débat, il n'est pas technologique. Le débat, il est politique et global. C'est quelles sont les mesures qu'un État décide de mettre en place pour faire respecter le confinement. En Corée du Sud, c'est une peine de prison. En Pologne, c'est une amende supérieure à 6 000 €. En France, c'est pour l'instant une amende de 135 € et en cas de récidive, elle peut elle aussi être de plusieurs milliers d'euros avec aussi des sanctions qui peuvent aller très loin. Eh bien, c'est cette question-là qu'on doit poser. Et là, je vous assure, c'est pas le numérique qu'il faut interroger, c'est la coercition de l'État et décider qu'est-ce qu'on considère comme juste dans le cadre d'une phase d'épidémie importante et grave et qui fait des morts, qui nous oblige à limiter les libertés individuelles de toute la population avec le confinement général. Est-ce qu'on accepte d'avoir des
contrôle du confinement encore plus important, mais pour moins de monde. C'est ça la question. Une toute dernière question, s'il vous plaît. Alors, question simple, réponse courte, je compte sur vous, nous sommes déjà en retard. Si le choix est fait, c'est pour quand celui de l'application à choisir et pour quand son utilisation dans ce cas-là? Écoutez, ça c'est entre les mains de l'exécutif et Cédric O fait un travail exemplaire avec les membres du gouvernement aujourd'hui pour avancer sur le sujet. Nous, de notre côté, à l'Assemblée, on s'assure que toutes les conditions seront réunies au moment où ce choix sera fait. C'est pour ça que la commission des lois se réunit sur ce sujet dès demain, que la commission Covid aura tous les moyens en main pour pouvoir évaluer le travail. Mais donc maintenant, je compte sur les annonces du gouvernement pour avancer. Donc ce doit être fait pour le tout début du déconfinement quand il deviendra officiel. Donc ce doit être fait pour le tout début du déconfinement quand il deviendra officiel. Et l'intervention royale est à souligner, car c'est seulement la 4e depuis le début de son règne, il y a 68 ans. Pendant la guerre du Golfe, Élisabeth II avait fait son premier discours en 1991. Le second, c'était à la mort de sa belle-fille Diana en 1997. Le troisième, en 2002, après le décès de sa mère. La reine exhorter les Britanniques à rester chez eux malgré le temps printanier. Le gouvernement menace de durcir les règles de déplacement identiques à la France si les citoyens continuent de les transgresser. Boris Johnson. Les Américains prient tous pour son rétablissement. C'est un très bon ami. Il est vraiment quelque chose de spécial. Fort, déterminé. Il n'arrête pas. Il n'abandonne pas. Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen ont aussi fait part de leurs pensées à Boris Johnson et sa famille. Diagnostiqué positif au Covid-19 le 27 mars, le chef du gouvernement conservateur avait refusé de s'arrêter de travailler. Bravant la maladie, il avait déclaré « J'ai serré la main de tout le monde, y compris de malades, après une visite dans un hôpital ». Le chiffre du jour est le plus tragique que la France ait enregistré. 833 morts en une journée. La hausse est exponentielle, mais elle s'explique en partie. Jusque-là, le pays ne comptait que les décès à l'hôpital. Désormais, il intègre ceux des EHPAD, où l'on découvre peu à peu l'ampleur de l'hécatombe. D'où cette annonce du ministre de la Santé. Une vaste opération de dépistage des personnes les plus vulnérables, en mettant la priorité sur les personnes âgées, les personnes handicapées les plus fragiles, ainsi que les professionnels qui les accompagnent en établissement comme à domicile. Le principe est le suivant, tester tous les résidents et tous les personnels à compter de l'apparition du premier cas confirmé de malade de coronavirus au sein de l'établissement. Après avoir longtemps réservé le dépistage aux cas les plus préoccupants, la France se résout donc à tester massivement dans les maisons de retraite, mais aussi dans des centres comme ce drive-in qui commence à essaimer. Alors que le confinement est bien moins respecté ces derniers jours, les autorités ont multiplié les contrôles, près d'1,5 million en 3 jours. L'attestation à présenter lorsque l'on sort de chez soi est disponible depuis ce lundi en version numérique. Ne sachant pas si le pic de l'épidémie a été atteint, le gouvernement appelle à ne pas baisser la garde et autorise les préfets à durcir les mesures en cas de relâchement.